On dira que cette campagne a connu diverses fortunes. On a connu des records et on a aussi on n'a pas atteint certains objectifs. Donc si vous permettez, je vais vous les lister rapidement. En termes de rendement, on a obtenu un record et on est fier de ça. Le Waalo est fier de ça. On a un record de 138 tonnes à l'hectare en moyenne, contre un objectif de 133 tonnes à l'hectare. Donc là, on a réalisé une belle performance et l'heure est venue de féliciter tous les travailleurs de la CSS et surtout la plantation pour cette belle performance. Même au niveau du goutte à goutte, on a atteint 144,65 tonnes à l'hectare, ce qui est un record, même je dirais un record d'Afrique. Donc nous sommes fiers de ça. Fiers de ce résultat. En termes de cannes livrées, on a livré 1 425 000 tonnes à peu près de cannes contre un objectif de 1 381 000 tonnes. Donc là aussi, on a réalisé un record. C'est la première fois qu'on livre autant de cannes à l'usine. Cependant, en matière de richesse, on a obtenu une richesse donc dans la canne, donc le taux de sucre dans la canne. On a obtenu une richesse de 12,59%, alors qu'on s'attendait à 13,02%. Et là, effectivement, c'est pas une bonne performance. En termes de rendement aussi de l'usine, on a un rendement de 9,94%. contre un rendement de 10,52% attendu. En matière de tonnage sucre, on a enfin produit 141 707 tonnes de sucre contre un objectif de 145 000 tonnes de sucre. Donc effectivement, on est légèrement en dessous. On dira on est à 97% de l'objectif, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bien travaillé. Je pense que compte tenu du contexte mondial, de difficultés, de crises, notamment avec le Covid, avec la guerre de l'Ukraine, avec toutes ces difficultés de fret, de commandes de pièces, avec tous ces problèmes climatiques, on en parle souvent, les dérèglements climatiques, le climat, et vous-même vous avez vu que le climat dans notre région, il nous a fait beaucoup de surprises, et bien tout ça, ça a joué sur la production. Mais on est fiers quand même d'avoir fait 141 707 tonnes de sucre. Voilà. Alors l'intercampagne est très importante. Et un des aspects les plus importants que j'évoquais tout à l'heure, c'est, et que je considère comme étant un atout, comme un avantage, c'est le fait d'avoir avancé la campagne au 2 novembre en 2021. Ça veut dire que on a commencé plus tôt, forcément on a fini la campagne plus tôt, et aujourd'hui on a plus de temps pour préparer la campagne prochaine. Déjà, les nouvelles sont bonnes. On est même en train de remonter déjà les moulins, parce qu'on les a démontés plus tôt que l'année dernière. Donc, plus tôt vous finissez la campagne, plus de temps vous avez pour préparer la campagne prochaine. Et donc tout ça, ça nous donne l'espoir que nous allons être dans de meilleures dispositions. Donc déjà, le fait d'avoir avancé cette campagne va nous aider. Même si cette année, la campagne dernière, le fait d'avoir avancé la date nous a poussé à récolter quelques parcelles un peu plus tôt. Cette année, normalement, on va dépasser la date prévue. Et donc, normalement, on devrait avoir de meilleurs résultats, de meilleurs tonnages de canne, parce que justement, ce qu'on a un peu perdu l'année dernière, on va le gagner, on doit le gagner l'année prochaine. Donc on est vraiment optimiste. C'est le moment aussi de revoir certaines actions. C'est pour ça que nous avons fait notre bilan de fin de campagne à Saint-Louis, où nous nous sommes réunis, et chacun a présenté ses résultats et surtout ses actions pour que la campagne prochaine se déroule mieux. Et c'est important cet exercice parce que quand vous finissez une campagne, il faut aller vous asseoir dans un laboratoire, entre guillemets, pour que vous discutiez des problèmes qui ont fait qu'on n'a pas pu atteindre. Ça n'a pas été facile, on s'est dit les 4 vérités, justement pour que cette campagne soit une réussite totale. Donc plus de temps,
on va donc gagner du temps au niveau de l'usine. Au niveau des plantations, là aussi, il faut être... là, on souffre un peu parce qu'actuellement, on attendait les pluies. Et les pluies ne sont pas arrivées. Ça veut dire qu'il faut augmenter l'irrigation. Ça veut dire qu'il faut augmenter le gasoil pour les groupes électrogènes, pour alimenter les stations de pompage. Donc tout ça, ça nous met dans des petites difficultés. Et il faut maintenir l'irrigation et le drainage. Parce que le départ, c'est ça. C'est de bonnes cannes et un bon drainage pour que les cannes soient de bonne qualité. Et donc ça va être une attention particulière à l'intercampagne pour que la campagne prochaine soit bonne. Donc on est en train de préparer nos objectifs pour la campagne prochaine. On risque de reconduire ce même objectif, mais en espérant bien entendu le dépasser. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes fiers aussi de dire que nous avons 3500 hectares d'irrigation en goutte à goutte et c'est un fleuron de l'Afrique. C'est un fleuron, puisque je le disais tantôt, nous avons 144 tonnes à l'hectare de production, qui est un record d'Afrique. Et le Sénégal aujourd'hui est devenu un modèle grâce à la CSS. Et pas plus tard qu'il y a un mois, il y a des investisseurs nigérians qui sont venus ici nous visiter le goutte à goutte à Bardial, la ferme 4, pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise, de l'expérience du Waalo, de notre expérience en matière de goutte à goutte, pour qu'eux aussi ils puissent le développer au Nigeria. Et on a appris que grâce à cette visite, ils ont signé un gros contrat au Nigeria. Et donc la CSS a favorisé le choix, cette option de goutte à goutte dont nous sommes fiers. Donc oui, nous pratiquons le goutte à goutte et sur le reste des parcelles, soit environ 7500 hectares, nous pratiquons le gravitaire, l'irrigation gravitaire. Mais notre spécialité, c'est le goutte à goutte. Totalement. Nous sommes à la fin de la campagne, nous avons encore de grandes réserves de sucre. Toutefois, vous devez comprendre que la consommation nationale est de 200 000 tonnes et que cette année, nous avons produit, je vous l'ai dit tantôt, 141 707 tonnes, ce qui oblige la CSS à importer du sucre, puisqu'on n'atteint pas l'autosuffisance. Et nous avons donc demandé à l'État de pouvoir importer le sucre. Et ainsi, nous avons donné à l'État, c'est nous qui donnons à l'État les quantités de sucre à importer pour que l'équilibre se fasse. Et nous avons annoncé 60 000 tonnes de sucre à importer à l'État et l'État nous a octroyé 30 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes de sucre aux commerçants. Je ne vais pas revenir sur le débat, vous savez ce que nous pensons de ça, mais nous avons obtenu 30 000 tonnes de sucre à importer et nous avons déjà importé 7 000 tonnes de sucre et 23 000 tonnes de sucre vont suivre vers août par là pour qu'on puisse répondre aux besoins parce que là nous sommes en train d'épuiser le sucre que nous avons produit pendant la campagne. Mais aujourd'hui ce qu'il faut retenir, nous avons une usine dimensionnée pour faire 200 000 tonnes de sucre, sauf le moulin à l'entrée, les 5 moulins qu'il va falloir changer et faire quelques autres petits investissements derrière pour atteindre le KT 200, c'est-à-dire 200 000 tonnes de sucre. Donc M. Mimran, il a anticipé cela et il a dimensionné l'usine par rapport à ça. Ça veut dire que si on a la possibilité d'obtenir 3500 hectares de parcelles supplémentaires, et c'est un peu le message que je lance, ça nous autorisera à faire les investissements au niveau des moulins. Et comme toute la capacité de l'usine est à 12 000 tonnes canne par jour, on aura la possibilité de faire les KT 200, à savoir 200 000 tonnes de sucre, et ainsi répondre aux besoins nationaux. Donc voilà un peu les enjeux dans notre usine. Donc retenez qu'on est dimensionné à l'arrière de l'usine. Il y a juste à l'entrée de l'usine qu'il va falloir faire des investissements. Et je parlerai tout à l'heure des autres investissements. Mais on est taillé pour. Alors les perspectives elles sont bonnes et je pense qu'on a vraiment la chance d'avoir comme PDG M. Mimran. C'est un visionnaire. C'est un homme qui voit grand.
Et grâce aux investissements qu'il va faire, que je vais annoncer ici, nous allons, Inch'Allah, récupérer une nouvelle chaudière en 2024. 2024, donc une nouvelle chaudière de 150 tonnes vapeur par heure, ce qui veut dire que c'est la même chaudière que nous avons ici actuellement. Nous avons acheté, commandé des turbines, des turbo-alternateurs pour produire de l'électricité. Et on devrait recevoir les deux premières turbines de 6 MW en décembre et janvier. Et l'année d'après, c'est-à-dire en 2023, on devrait recevoir les deux turbines de 15 MW, ce qui veut dire 42 MW de puissance énergétique disponible que nous permet monsieur Mimran. Et avec ces 42 MW, ça va doter la CSS vraiment d'une autonomie énergétique qui va permettre de produire beaucoup plus et d'être beaucoup plus efficace. Et même, pourquoi pas, Inch'Allah, et c'est l'avenir de la CSS, de pouvoir revendre l'électricité supplémentaire dans le réseau national et l'injecter au niveau de Dagana et ainsi permettre à la population sénégalaise de bénéficier de cette électricité, de cette énergie qu'on appelle énergie verte. C'est ça l'avenir de la CSS. Et déjà, on y est, on attend les turbines. La chaudière, elle a commencé à être construite. On va améliorer la filtration de nos jus dans l'usine avec le filtre à presse et la nanofiltration pour réduire les pertes en sucre et ainsi améliorer la coloration du sucre pour qu'il soit plus blanc. Ça, c'est les perspectives et on y est. Et les perspectives aussi, c'est quoi? On veut gratter toutes les parcelles salées que nous avons, les désaliniser pour aller au maximum de nos possibilités. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à obtenir les parcelles, mais qu'on arrive à récupérer toutes ces petites parcelles qui sont au milieu de nos parcelles qui ne sont pas bonnes et qu'on arrive à mettre à niveau, on peut produire 160 000 tonnes de sucre en attendant qu'on puisse décanter la situation de ces fameuses parcelles qu'on recherche. Perspective, et je vous remercie de votre présence aussi pour le sucre roux. Nous allons lancer le sucre roux pour la première fois au Sénégal. Nous l'avons lancé officiellement, mais réellement en octobre et novembre. Mais alors, l'importance, on veut pas trop communiquer tout de suite parce que si on communique dessus, ils vont se ruer dessus, on ne pourra pas suivre au niveau de la production. Donc on ne veut pas avoir après des problèmes, on va dire, mais votre sucre roux, il est où? On l'attend, on ne le voit pas. Donc pour le moment, on a 150 tonnes qu'on est en train de vendre en promotion, comme ça, à des grossistes, ainsi par là. Et en octobre, novembre, officiellement, on va passer à la grande production, à la faveur de la reprise de la campagne. Et là, on va lancer le sucre roux officiellement au niveau simplement des mini-conditionnements, à savoir les sticks, 1 kg. On va innover avec 500 grammes, 5 kg. Et on va lancer le sucre roux, et ça sera le premier sucre roux commercialisé au Sénégal, qui a un bon parfum. Moi, personnellement, je ne mange que le sucre roux. Voilà. Donc les perspectives sont bonnes. Ensuite, dans les perspectives, et là c'est important, et je voudrais que vous reteniez ça, c'est, je nommerais ça typiquement local. Je veux dire par là que compte tenu de la crise mondiale, avec la guerre de l'Ukraine, avec les difficultés que nous connaissons, il faut qu'on développe les solutions locales. Il faut qu'on trouve les solutions dans le Wallo. Il faut qu'on trouve les solutions ici. Ça veut dire que la nouvelle tendance que nous allons avoir, c'est de rechercher des solutions locales plutôt que d'importer, plutôt que d'aller chercher les produits à l'extérieur, etc. Et ainsi dépendre, être sous le couteau de ceux qui nous vendent ça. C'est pour ça qu'on doit changer nos comportements et s'adapter à nos réalités locales. Donc on va développer le compost. Parce que le compost, on en a ici. On peut le développer et réduire ainsi les engrais qu'on importe. On a le nécessaire ici. Donc, on va plus axer nos actions sur le local. Pas seulement dans les engrais, mais dans tout. On doit se débrouiller sur place. C'est pour ça que ça veut dire aussi que la population des Richard Toll, les jeunes, les entrepreneurs, ils doivent eux aussi être au niveau. Parce qu'on va de plus en plus compter sur eux, compter sur leurs compétences. Parce que la crise fait
On ne va pas regarder la princesse qui habite en Europe ou aux États-Unis. On s'en fout d'elle. On veut la princesse du Waalo. Et donc, la princesse, là, ce sont nos entrepreneurs du Waalo. C'est la jeunesse du Waalo. C'est tous ces gens-là, toute cette compétence locale qu'il va falloir utiliser. Mais il faut qu'ils soient au niveau parce qu'on veut de la performance. Donc, c'est un atout. La crise, c'est un atout aussi pour nous ici dans le Waalo. Alors, le climat social, nous sommes le premier employeur de l'État, après l'État, au Sénégal. Donc forcément, nous sommes visibles. Hein. Et la CSS a mis les hommes au cœur de sa stratégie. Moi, je dis toujours que la sucrerie ou l'agro-industrie, c'est une aventure humaine. Et moi, personnellement, je suis très proche des aspects humains. Dans le groupe SIFCA où j'étais directeur du développement durable. Donc je m'occupais des aspects humains, des aspects sociaux. En d'autres termes, comment est-ce que je dois faire pour que le travailleur se sente bien, pour qu'il produise plus et pour qu'il soit efficace et qu'il asseye la pérennisation de l'entreprise. C'était mon rôle pendant 10 ans. Donc, bien entendu, l'homme est au cœur de notre stratégie. Et le climat social, je le juge serein, je le juge bon, mais pourquoi ? Pourquoi nous avons un si bon climat? C'est parce que nous mettons en priorité la communication, les échanges très constructifs avec les différents partenaires sociaux, les syndicats, les délégués et toutes les organisations internes telles que l'amicale des cadres, l'amicale des femmes. Il y a cette fusion qui permet de mobiliser tous les travailleurs vers l'objectif commun. De plus, on a plus d'une dizaine de centrales syndicales chez nous, hein, qui font partie des plus grandes centrales syndicales du Sénégal, qui sont représentées chez nous, avec qui ça se passe très bien. On a une 60aine de délégués syndicaux. Donc c'est pour vous dire que vraiment le dialogue social, il est là. Et donc on fait sous la houlette des ressources humaines, il y a des rencontres périodiques du personnel. Il y a des rencontres périodiques avec tous ces acteurs sociaux et pour que les choses se déroulent bien. Et je suis aussi heureux d'annoncer que bientôt, nous allons nous retrouver dans une espèce de séminaire à l'extérieur de Richard Toll pendant 2 jours avec tous les acteurs sociaux, tous les partenaires sociaux pour discuter justement sur nos problèmes, nos relations, l'évolution, la progression de nos relations et on va le faire pendant 2 jours, on va parler que de ça. Comment est-ce qu'on peut s'entendre, comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de travail, comment est-ce qu'on peut améliorer, prévoir l'avenir des travailleurs et tout ça. Donc, ce qu'on peut faire par contre, et ça c'est notre rôle, c'est-à-dire en tant qu'acteur de développement, c'est de partager les richesses. Et partager les richesses, c'est comment ? C'est de faire en sorte que, dans le développement de nos activités, les populations autour de nous en profitent. Et c'est ce que nous faisons. On essaie de donner des marchés à des entreprises autour de nous. On essaie de nouer des relations avec l'ISEP, avec des écoles professionnelles et autres, pour embaucher des jeunes ici. On ouvre les postes, pas tous les postes, à la jeunesse autour. On a des relations avec les communautés locales autour. Il n'y a pas que Richard Toll. Il y a aussi les villages autour de nous qui bénéficient de nos actions de soutien pour l'élevage, en termes de paille, l'accessibilité en eau. Il y a aussi les rizières. Il y a près de 5000 hectares de rizières que nous irriguons à partir de nos canaux. Et on paye cette taxe de l'eau à l'État. Ce n'est pas eux qui payent, c'est nous qui la payons. C'est parce qu'on assume notre rôle de moteur. Nous devons être un moteur du développement. Mais je suis bien placé pour parler de développement durable parce que j'ai été un des premiers directeurs de développement durable de Côte d'Ivoire. On parle de développement durable, on ne parle pas d'assistanat. Il ne faut pas que ça se transforme en assistanat et toute la population de Richard Toll va s'asseoir sous les cocotiers, excusez-moi, pour dire la CSS, donnez-nous, et puis nous, on est là, on attend. Non, non, non. Nous, on n'aidera que si la population aussi aide. Ça doit être du win-win, gagnant-gagnant. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, tu dois apporter ta sueur. Et nous, on apporte l'argent. Mais il ne faut pas rester là et dire CSS n'a qu'à tout faire. Et nous, on ne peut pas tout faire.
Et moi, je veux être clair dessus. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Le développement doit être, je veux dire, de manière collégiale. Donc, on peut faire des choses. On va mettre en place une démarche de développement durable. On va mettre des axes stratégiques, comme par exemple la santé, l'éducation. On va mettre aussi l'amélioration des revenus des communautés locales. Donc, ces axes stratégiques, on va, si vous voulez, mettre en place des actions pour aider, je dis bien pour aider les populations à aller vers ça. Mais on ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Même parlant de l'eau, est-ce que vous pensez que donner de l'eau tous les jours avec des citernes, c'est durable? C'est ce qu'on fait. Moi, très honnêtement, Nigeria, Ghana, Libéria, on a cherché autre chose. Il faut apprendre à nos frères et sœurs à pêcher, plutôt que de leur donner le biberon. Parce que vous donnez le biberon, demain vous enlevez le biberon, c'est un problème. C'est pas ça qu'on doit faire. On doit plutôt les pousser à ce qu'ils soient autonomes dans la gestion de l'eau. Donc on va réfléchir comment est-ce qu'on peut basculer sur, au lieu de donner de l'eau comme ça, voir comment peut-être on peut aider sur les forages, aider sur la filtration de l'eau, aider sur, pour que eux-mêmes ils puissent se prendre en main. C'est ce qu'on veut. Mais sinon, si c'est comme ça, c'est pas bon. C'est comme si tu viens, tu donnes de l'eau aux gens et tu ne peux pas donner de l'eau à tout le monde. Donc, tu vas te retrouver dans les difficultés. Et ça, il faut qu'on travaille. C'est ça qu'on parle de responsabilité sociétale. C'est là où on parle de développement durable. Il faut mettre en place des actions pérennes. Alors, l'appel que je voudrais lancer, d'abord, je vais lancer un appel aux travailleurs de la CSS. Je vais leur dire de redoubler d'efforts, de poursuivre les efforts qu'ils ont faits, de s'investir. Mais moi, je souhaiterais que les travailleurs de la CSS puissent atteindre la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quoi? La culture d'entreprise, c'est considérer l'entreprise comme son bien commun et la préserver, et préserver l'entreprise. C'est important. C'est-à-dire agir pour les intérêts de l'entreprise et non l'intérêt individuel. J'exhorte les travailleurs de la CSS à croire au projet que nous sommes en train de mettre en place. Nous savons où nous allons et je les exhorte à privilégier la performance et la performance individuelle. Car nous sommes partants pour rémunérer ceux qui travaillent le plus et bien par rapport à ceux qui ne travaillent pas. Donc, je les exhorte vraiment à s'investir à fond dans le travail et dans l'excellence. Et en retour, forcément, ils auront la récompense tant attendue. Parce que quand on voit les efforts, forcément, ça nous met plus à l'aise pour négocier pour eux. Si moi, je n'atteins pas mes objectifs, si je ne réalise pas les objectifs, je n'ai pas de force pour demander aux actionnaires d'accéder aux demandes des travailleurs. Donc, c'est un jeu où chacun doit jouer son rôle. Donc, c'est ce que je leur demande. Maintenant, à l'endroit de la population de Richard Toll, c'est de considérer que la CSS, nous sommes leurs fils. Ils doivent nous prendre comme leurs fils. Ils doivent nous aimer comme leur famille. Ils ne doivent pas nous prendre comme des ennemis ou des... Vous savez, c'est pas bien d'être dans une ville où on dit non, lorsque tu veux commander des pièces John Deere, on te demande si tu veux des pièces John Deere de Dakar ou des pièces John Deere de Richard Toll. Et à Richard Toll, ça sort de chez nous. Et je veux dire, c'est pas normal. La population devrait nous protéger même. Je pense que la population devrait même protéger ce bien qu'est la CSS parce que la CSS, c'est leur avenir. Donc je demande vraiment à la population d'être beaucoup plus conciliante avec nous. Nous sommes ouverts. On va bientôt démarrer des nouvelles relations. Il faut qu'elle nous aide. C'est pas la CSS, c'est pas pour M. Mimran seul. C'est leur CSS. Ils doivent nous préserver. C'est important. Sinon, c'est leur avenir et notre avenir qui est en danger. Donc on demande que la population soit plus tolérante et que même la population, regardez, moi, je ne veux pas faire de parallèle, mais dans les pays où j'étais, il y a des fois, la société est là, la population se lève elle-même pour proposer des choses. Et la société est tellement heureuse et émue qu'elle fait des choses.
Parce que la population s'est levée un matin pour dire, monsieur, on va nettoyer autour de l'usine. Parce que l'usine là, c'est notre usine. Vous êtes chez nous. On leur a rien demandé, mais eux-mêmes, ils se sont organisés. Vous pensez que si on voit des choses comme ça, la CSS va rester là sans rien faire? Elle va voir qu'il y a une population qui est en train de se mobiliser pour aider leur société. Et forcément, la SSS va faire des choses. Parce qu'on voit qu'on compte dans leur développement, on compte dans leur vie. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut des initiatives, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Pas nous qui allons les voir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais eux-mêmes peuvent venir me voir dire, nous là, on ne vient pas mendier, on est fiers. Mais nous là, voilà ce qu'on peut faire pour vous. Donc, asseyons-nous, voyons ce qu'on peut faire. Si eux ils font pour nous là, c'est clair que nous aussi on va faire pour eux. C'est comme ça qu'on doit faire. Vous voyez, c'est un peu ça, je veux qu'on change ces relations-là. On a trop de relations donnant, donneur, non, c'est pas ça. On doit être beaucoup plus soudés. Il y avait 10 000 habitants ici en 1970. Aujourd'hui, il y en a 140 000. Mais on sait très bien que c'est parce que la CSS s'est installée, ça a attiré les gens. On doit être une famille. On doit être une famille. Donc voilà, c'est ce que je veux vraiment avec la population, qu'on change vraiment notre paradigme et qu'on puisse vraiment améliorer ces relations. Et que chaque habitant de Richard Toll soit le défenseur de la CSS. Quand la CSS est en danger, ben, c'est 8 000 emplois qui sont en danger. Donc voilà, c'est ce que moi je demande. Merci. Audio Jungle.